On va bientôt commencer, donc je vais en profiter pour entamer la présentation du panel, comme ça ce sera fait. Donc je tiens à dire qu'aujourd'hui, nous agissons au travers d'Égalité Ensemble, qui est une association citoyenne, dont la marraine est Marlène Schiappa, et qui nous a fait l'honneur d'être présente, qui est ministre déléguée à la citoyenneté et qui a été auparavant secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. Donc merci beaucoup d'être là. Je remercie aussi les autres panélistes présents, notamment Pierre-Jean Claus, qui est fondateur de Génération Maastricht, Laurence Biava, qui est cofondatrice d'Égalité Ensemble, Fatima Tagnan, qui est cofondatrice d'Égalité Ensemble et trésorière de l'association, ce qui n'est pas un petit travail, et Nathalie Decourcy, qui est membre du CA d'Égalité Ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la lutte contre les violences conjugales dans le cadre du festival Génération Égalité Voice, où nous avons obtenu la labellisation d'ONU Femmes et de Génération Égalité. Alors, je ne sais pas si Marlène Schiappa est déjà là ou pas. Si elle n'est pas encore là, je vais vous faire le déroulé des sujets que nous allons aborder. Donc, la première chose, c'est que nous allons échanger avec Marlène relativement à plusieurs points d'actualité sur les violences conjugales. Puis, nous aborderons la question de la prise en charge de la récidive des violences conjugales, la question aussi de la création des tribunaux spécialisés et des régimes de protection qu'on pourrait envisager pour les victimes de violences conjugales, la question aussi de la parentalité des hommes violents, afin de voir ce qu'on pourrait faire sur le sujet, et la question de la violence économique aussi qui s'exerce à travers ces violences conjugales, et notamment les femmes qui ne peuvent pas s'échapper du fait de leurs conditions précaires. Enfin, nous verrons comment on peut imaginer prévenir ces violences, notamment par l'éducation. Bonjour Marlène. Bonsoir. Voilà, donc du coup, on va commencer tout de suite. On a déjà fait les présentations, donc c'est normal. On aborde tout de suite le vif du sujet. Merci beaucoup d'être là. Donc, première question. En quoi le phénomène des violences conjugales est-il le reflet d'une inégalité de genre ? D'abord, merci d'organiser ce webinaire et ce temps d'échange. Merci à Juliette, merci à toute l'équipe d'Égalité Ensemble. Je vois des figures connues et amies, et je suis très heureuse de vous retrouver. Et bravo pour cet engagement dans le cadre du forum Génération Égalité. On sait à quel point c'est important d'avoir des événements de ce type et de faire vivre au quotidien l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc merci vraiment pour ça, et merci à toutes les personnes qui assistent, qui participent et qui ont préparé cet échange. Je crois que le phénomène des violences conjugales, particulièrement les féminicides, les anthropologues nous disent que les féminicides existent depuis l'Antiquité. Et donc on voit bien à quel point les violences conjugales, qui existent dans tous les pays du monde, il n'y a pas un seul pays au monde où on ait éradiqué les violences conjugales, on voit bien à quel point c'est le parangon justement de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Je le souligne parce qu'il y a des phénomènes d'inégalité entre les femmes et les hommes qui diffèrent selon les pays. Il y a des pays dans lesquels il y a très peu d'inégalité de salaire. Je pense à des pays nordiques, certains, pas tous. Il y a des pays dans lesquels il y a une parité en politique. Je pense par exemple au Rwanda, de façon étonnante parce que c'est contre-intuitif, mais au Rwanda, la place des femmes dans la vie politique est vraiment très développée. Il y a des pays dans lesquels il y a les hommes et les femmes se partagent les congés parentaux. Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de harcèlement de rue. Je me souviens d'avoir échangé avec la ministre canadienne qui ne comprenait pas qu'est-ce que c'était le harcèlement de rue, parce qu'elle disait qu'à Montréal ou à Vancouver, le consensus social, c'est qu'on ne suit pas une femme en bande dans l'espace public pour entreprendre. Donc ces inégalités, elles sont vraiment variables selon les pays. En revanche, les violences conjugales, elles existent dans absolument tous les pays du monde. Il n'y a pas un seul pays du monde qui réussit à éradiquer les violences conjugales. Alors la question, elle est justement difficile pour cette raison, parce que moi j'aurais tendance à lier les violences conjugales au sujet économique, en disant que quand il y a une des personnes, donc l'homme traditionnellement qui a le compte en banque, la clé des décisions qui sont à prendre, etc., il y a une forme de domination masculine qui s'exerce
dans le couple, mais on voit que même dans les pays où il n'y a pas d'inégalité de salaire, ou moins en tout cas entre les femmes et les hommes, il y a quand même des violences conjugales, ce qui nous tend à dire que la répartition des tâches éducatives et ménagères ou l'inégalité de salaire ne serait pas la clé et la réponse face aux violences conjugales. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ça nous démontre que partout dans le monde, et indifféremment de la situation économique et de l'émancipation économique des femmes, le consensus social tacite veut que l'on considère que le corps des femmes n'appartient pas aux femmes. Le corps des femmes appartiendrait à son mari ou son conjoint, ou à son ex-mari ou son ex-conjoint. Et c'est Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui avait trouvé une formule que j'avais trouvée très juste au moment de lancer le Grenelle des violences conjugales, et qui avait dit « Certains hommes préfèrent voir leur femme morte que autonome ». Et c'est vrai qu'on voit que l'élément déclencheur du féminicide et du passage à l'acte de la forme la plus atroce de violence conjugale, c'est souvent l'annonce d'une séparation, l'annonce d'un divorce. Et donc on voit qu'à ce moment-là, le fait de se dire que l'autre a une existence propre et va vivre est absolument insupportable pour les hommes. Alors je sais qu'il y a probablement des gens qui nous diront qu'il y a aussi des violences conjugales contre les hommes. Statistiquement, elles sont moindres. Tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Si je le dis de façon très cynique et rapide, je le fais exprès avec un peu d'ironie, parce que je crois que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que dans le couple, chacun puisse être libre de toute forme de violence, mais je voudrais souligner que véritablement, ce sont des violences de genre, ce sont des violences machistes, et que ce sont ces violences et le procédé qui les accompagne qui met au jour un continuum des violences sexistes et sexuelles. Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon arrivée au gouvernement, j'ai tenu à ce qu'on parle de violences sexistes et sexuelles. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait de violences faites aux femmes. Je pense qu'il y a un mécanisme qui existe, qui prend sa base et sa source sur le sexisme et sur la misogynie, et qui vise à créer ce continuum de violences contre les femmes. C'est le même mécanisme qui crée du harcèlement dans l'espace public, le message étant « vous n'avez pas à être dans l'espace public ». C'est le même mécanisme qui crée des viols. Et si on va plus loin dans la symbolique du viol, des viols de guerre, c'est-à-dire le viol utilisé comme arme de destruction contre une entité, un pays, un groupe ethnique ou autre, parce qu'on considère que violer une femme signifie qu'on la salit, entre guillemets, et qu'elle nous appartient désormais. Il y a quelque chose lié à de l'ordre de la possession. C'est ce que nous racontait très bien Denis Mukwege en disant que dans un certain nombre de guerres, ou même de génocides, les pires atrocités consistaient à violer des femmes en présence de leur mari ou de leurs enfants ou de membres masculins de leur famille, qui était une manière d'ancrer en eux quelque chose de terrible et un crime qui avait pour message une question relative à la possession. Donc on voit bien que les violences conjugales, elles sont vraiment c'est pas une violence, c'est pas jeter un objet, ce n'est pas comme frapper sa femme. Il y a un sens profondément antique, machiste, misogyne, sexiste dans le fait de s'engager dans des violences conjugales. Et pour conclure mon propos, je voudrais dire qu'il y a plusieurs sortes de violences conjugales. Il y a bien sûr les violences physiques, il y a les violences sexuelles au sein du couple, je le rappelle, et le devoir conjugal n'existe plus en France dans la loi. C'est important parfois de le rappeler, y compris à ceux qui rendent la justice. Et également, il y a les violences économiques, contre lesquelles je sais que Égalité Ensemble se bat beaucoup, et les violences psychologiques qui sont également à rendre visibles. J'ai beaucoup de fierté d'avoir créé dans la loi issue du Grenelle des violences conjugales le terme d'emprise, de l'avoir fait rentrer dans la loi, pour montrer à quel point la suggestion psychologique et l'emprise est importante. Pourquoi ? Parce que très souvent, on dit que si une femme est victime de violences conjugales, elle n'avait qu'à partir. Et on l'a toutes et tous entendu déjà dire, dans ces cas-là, pourquoi elle reste ? Moi, si on me frappait, je partirais, etc. Ce n'est évidemment pas si facile. D'abord, il y a des menaces sur les enfants, des menaces sur la femme, des liens d'interdépendance économique, des complexités autour de ce phénomène. On sait que par exemple, les pervers narcissiques sont très doués pour faire une claque, une caresse, et donc tabasser leur femme jusqu'au sang, et le lendemain lui offrir un cadeau et lui dire qu'il a besoin d'elle pour vivre, en suscitant une espèce de complexe du sauveur. Donc, si tu restes avec moi, je ne deviendrai pas quelqu'un de violent. Ce qui enferme d'ailleurs la femme et la victime dans un sentiment assez paradoxal, qui vise à dire que pour me sauver, je dois le quitter, mais pour le sauver, je devrais rester. Et c'est faire peser la responsabilité des violences conjugales sur la femme dans une inversion des valeurs assez terrible. Donc j'en terminerai là, et simplement en citant la plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. Je sais que les personnes qui s'engagent et qui suivent des webinaires contre les violences conjugales, ça peut être par intérêt pour cette cause
complètement altruiste. Ça peut être aussi parce qu'on a vécu, parce qu'on le vit ou parce qu'on a des proches qui sont en train de vivre cette situation. Même si ce ne sont pas des choses qu'on raconte à la machine à café, je veux dire que sur cette plateforme, vous avez des policiers, des gendarmes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peuvent vous répondre, vous aider à préparer des plaintes si vous le souhaitez, et qui peuvent parfois très simplement accorder une écoute, qualifier ce que vous avez pu vivre ou ce que vos proches, si vous avez des proches dans cette situation, sont en train de vivre. Et bien sûr, si la personne en question n'est pas prête à déposer une plainte, c'est tout à fait respectable aussi. Il n'y a pas d'injonction ni d'obligation à déposer des plaintes, mais c'est simplement le point de départ qui permet ensuite de bénéficier de l'ensemble des dispositifs de protection qu'on a créés ou développés, les ordonnances de protection, les téléphones grave danger, le bracelet anti-rapprochement, la déchéance d'autorité parentale pour le conjoint violent et tout un tas d'autres mesures qui permettent, je l'espère, en tout cas elles l'ont démontré, de sauver des vies. Merci beaucoup Marlène. Alors, je ne sais pas si tu as le temps pour, si vous avez le temps pour 2 autres questions ou pas. Donc, je vais les fusionner si vous êtes d'accord. Donc, ce serait pour savoir quelles sont les mesures prises actuellement afin d'améliorer la prise en charge des violences conjugales dans le domaine policier et les outils disponibles dans le domaine judiciaire pour empêcher la récidive d'un homme violent. Bien sûr, avec plaisir. Donc, j'évoquais la plateforme tout à l'heure. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a fait vraiment une révolution dans la formation des forces de l'ordre en matière de violences conjugales. C'est vraiment une demande qui remontait très fortement du Grenelle des violences conjugales et vous êtes nombreuses ici à l'avoir portée. Donc, on a formé plus de 88 000 policiers et gendarmes depuis le Grenelle des violences conjugales en formation continue et 100% des élèves policiers et gendarmes sont désormais formés à la question de la lutte contre les violences conjugales. J'ai évoqué la plateforme tout à l'heure, ça me semble important de rappeler qu'il y a aussi des psys sur cette plateforme, pas uniquement des policiers et des gendarmes, mais je pense que ça peut aussi répondre à un besoin. Dans le Grenelle des violences conjugales, j'avais fait un certain nombre d'engagements et au ministère de l'Intérieur, j'ai la chance de pouvoir avoir un lien direct avec les forces de l'ordre et de pouvoir moi-même concrétiser des engagements qu'on avait pris. Je pense notamment au fait qu'au Grenelle des violences conjugales, on s'était engagé avec Édouard Philippe à créer 80 intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries. On en a désormais recruté 95. Donc c'est positif pour une fois qu'on remplit et même on dépasse l'objectif qui est donné. Je pense que c'est important de le dire. En tout, il y en a 366 partout sur le territoire et minimum 2 par département. Pourquoi je trouve ça important ? Parce que j'ai observé, en tant que personne qui a travaillé sur les violences sexistes et sexuelles, notamment sur un livre que j'avais écrit qui s'appelait « Où sont les violeurs ?», dans lequel à la fin j'ai compilé tout ce qu'une femme pouvait entendre de négatif au moment du dépôt de plainte et au moment où elle parle de ce qu'elle a vécu. J'observe que parfois l'attente qu'on met, je blâme évidemment personne, hein, je m'inclus dedans, mais l'attente qu'on met dans le fait d'aller au commissariat ou à la gendarmerie, elle n'est pas réaliste. C'est-à-dire qu'on se dit qu'à partir du moment où on va rentrer au commissariat ou en gendarmerie, on va ressortir, les violences conjugales vont s'arrêter immédiatement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on a quelqu'un déterminé à nous frapper, à nous humilier, à nous tuer parfois, ce n'est pas simplement le fait de déposer plainte qui peut l'arrêter. Et par ailleurs, on a besoin d'une écoute. Or, le travail du policier et du gendarme, quel est-il ? C'est de prendre la plainte, de la qualifier, de la transmettre au parquet. Du coup, avec Gérald Darmanin, on a demandé que 100% des plaintes soient bien prises, bien qualifiées, bien transmises. Ça, c'est le job des forces de l'ordre. Ensuite, le job du « mais où est-ce que vous allez dormir ce soir avec les enfants ?» et « oh madame, ça doit être vraiment terrible, je pense que vous avez besoin d'accompagnement psychologique », ça, c'est le job de l'intervenant social. Et c'est pour ça aussi que parfois, on a des gens qui nous disent « moi, je suis allée déposer plainte et le policier n'était pas dans l'empathie ou ne m'a pas aidé dans mon accompagnement sur la suite ». Je veux être un peu peut-être lucide sur le rôle de chacun et ce qu'on peut attendre. Mais donc c'est important pour moi d'avoir le policier ou le gendarme, ou la policière ou la gendarme, d'une part, qui fait son travail de prise de plainte, de la qualifier, de la transmettre, et d'autre part, l'intervenant social. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Et j'en profite pour rappeler qu'il y a 400 interventions chaque semaine de policiers et de gendarmes pour sauver la vie de femmes et d'enfants par rapport à des violences intrafamiliales. Je le dis parce qu'on entend toujours parler de ce qui ne va pas, et c'est normal, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, on ne dit jamais génial, aujourd'hui mon train est arrivé à l'heure. C'est la même chose pour les prises de plainte. À 400 reprises chaque semaine, vous avez un policier, un gendarme qui intervient. Et je le dis parce qu'on sait que parfois, la situation est difficile, parfois ils interviennent même contre la vie de la femme en question, ce que les voisins ont appelé.
Parfois, ils interviennent dans des situations sur fond d'alcoolémie, sur fond de drogue. Parfois, ils interviennent au péril de leur vie, avec en face un type surarmé. Je pense aux 3 gendarmes dans le Puy-de-Dôme qui ont été tués alors qu'ils venaient sauver la vie d'une femme qui s'était réfugiée sur le toit. Donc 400 fois par semaine, les policiers, les gendarmes font ça. Je pense que c'est important de le rappeler parce que je crois que celles ou ceux qui passent leur temps à dire qu'au commissariat on est mal accueillis, en fait ne servent pas la cause. Et je me permets de le dire un peu de façon un peu cash et comme je le pense, mais je crois que la situation elle a beaucoup évolué ces dernières années. On n'est plus accueillis au commissariat maintenant comme on l'était il y a encore 10 ans, 5 ans ou même 3 ans. Je pense qu'il y a un vrai avant-après du Grenelle des violences conjugales et ça, toutes les associations de terrain nous disent. Et ensuite, ça rend pas service à la cause parce que ça donne pas confiance aux femmes. Et donc, si on dit aux femmes, mais tu te fais tabasser, mais tu sais, personne t'aidera, personne, tu peux aller déposer plainte, ça n'intéressera personne de prendre ta plainte. Bah, quelle est la solution qu'on lui propose? On lui donne pas les moyens de pouvoir avoir confiance et aller déposer plainte. Donc, s'il y a des femmes qui n'osent pas aller au commissariat, cette plateforme arrêtonslesviolences.fr, elle existe et elle est faite pour elle. Et dans l'immense majorité des cas, au commissariat, elles trouveront une intervention qui leur permettront d'être protégées. Je veux dire qu'avec le ministère de l'Intérieur, il y a 230 millions d'euros par an qui sont consacrés à la protection des femmes face aux violences. Ça en fait le ministère de la protection des femmes en termes de moyens et de crédits. Et je remercie Gérald Darmanin qui peut-être nous écoute, et probablement pas puisqu'il est en déplacement, mais en tout cas je remercie Gérald Darmanin même s'il n'est pas là parce qu'il a vraiment pris ses arbitrages en tant que ministre de l'Intérieur pour faire rentrer la lutte contre les violences conjugales dans le top 3 des priorités du ministère, juste après la lutte contre les trafics de drogue, et pour dégager ces 230 millions d'euros. Et voilà, ça c'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui nous permet de financer des dispositifs et des associations et un certain nombre de choses. Notamment avec le Grenelle des violences conjugales, on a créé cette grille d'évaluation du danger. Vous vous souvenez, on a fait travailler avec des associations, c'est 40 questions qu'on pose pour évaluer l'imminence du danger. Je les fais traduire en 15 langues pour que toutes les femmes, même celles qui sont primo-arrivantes, qui ne parlent pas bien français, puissent bénéficier de cette question et qu'on puisse évaluer le danger. Donc quand on a une femme qui parle mandarin, arabe, portugais ou l'une des 15 langues qui sont prises en compte dans cette grille d'évaluation du danger, elles peuvent de la même manière y répondre. Et enfin, avec le Grenelle des violences conjugales, j'ai fait rentrer dans la loi la saisie des armes. J'ai fait rentrer ça dans la loi après avoir reçu le père de Julie Douid, cette femme qui avait déposé plainte 7 fois à Héroux et qui un jour est allée chercher ses enfants, a ouvert la porte et a reçu un coup d'arme à feu. L'arme à feu, c'est le premier mode opératoire dans les féminicides. Et en regardant son père les yeux dans les yeux, qui me dit, vous vous rendez compte, il avait cette plainte, il avait toujours ses armes, on a mis dans la loi la saisie des armes à feu. Avec le ministre de l'Intérieur, on a adressé une circulaire au préfet pour rendre obligatoire et immédiate et systématique cette saisie des armes à feu qui est, je crois, vraiment très importante. Et avec Gérald Darmanin, on a proposé au Premier ministre de créer un fichier sur la base de ce qui s'est passé à Mérignac. On s'aperçoit que vous pouvez être un odieux, une personne qui tabasse votre femme et qui la menace de l'immoler d'une part, et d'autre part être condamné pour autre chose ou avoir un contrôle judiciaire ou avoir d'autres sujets. Et en fait, les deux sujets ne se rapprochent pas. Or, je crois que les événements récents nous montrent à quel point les violences conjugales, les hommes auteurs de violences conjugales sont un danger pour leurs femmes, pour leurs enfants, mais pour toute la société. À Mérignac, par exemple, si la BAC n'était pas arrivée, n'avait pas retrouvé le type avec son fusil, qui sait ce qu'il aurait pu se produire. Donc ce fichier, on est en train de le construire, et je pense que ça va être assez efficace. Enfin, dans les précédentes fonctions et avec le Grenelle des violences conjugales, j'ai fait créer, j'ai débloqué 2 millions d'euros pour créer 2 centres de prise en charge des hommes auteurs de violences conjugales pour éviter la récidive et faire en sorte qu'ils aient une vraie prise en charge, et on est en train de les développer. Je veux aussi mettre en place une ligne d'écoute destinée aux auteurs de violences conjugales avec la FNACAB et son président Alain Legrand. Et le mot d'ordre, c'est de dire ne frappez pas pour prévenir les violences. Enfin, avec le garde des Sceaux, vous savez qu'on travaille notamment sur le déploiement du bracelet anti-rapprochement qui va être accéléré, et sur un plan d'action des bracelets anti-rapprochement pour vraiment les mettre à disposition. Là aussi, je dois rendre hommage à Éric Dupond-Moretti parce que quand il a été nommé au gouvernement, honnêtement, j'ai fait partie des gens qui se sont dit Éric Dupond-Moretti sur les prises de parole qu'il a pu avoir sur la question des femmes, etc. J'étais interrogative. Et en fait, je vous dis ça très sincèrement et entre nous, ça fait maintenant une année scolaire que j'ai le plaisir de travailler avec Éric Dupond-Moretti. Et comme garde des Sceaux, je peux vous dire qu'il est extraordinairement engagé dans la protection des femmes. Dès lors qu'on lui demande quelque chose, il le fait. Le bracelet anti-rapprochement, c'est vraiment sa volonté. Il m'a dit, moi Marlène, la première chose que je vais faire, c'est les déployer partout et en financer plus. Et à chaque fois, il met vraiment une priorité
dans la protection des femmes face aux violences conjugales. Donc je pense que c'est vraiment important. Voilà, moi j'ai la chance de travailler avec ces deux ministres au quotidien qui sont engagés, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Et honnêtement, je peux vous dire, après 15 ans en tant que militante et 3 ans en tant que secrétaire d'État, quand vous pouvez compter sur le garde des Sceaux et quand vous pouvez compter sur le ministre de la Justice, et qu'il n'y a pas que des oui, d'accord, c'est important ton sujet, mais que vraiment, quand je leur demande quelque chose, ils ont un engagement et parfois qui va même au-delà dans leur volonté, et compris en mettant les moyens sur la table. Vraiment, je le dis très sincèrement, je pense que c'est une chance pour nous. Et voilà, et je le dis parce que c'est pas toujours reconnu, et donc je me permets de le dire comme je le pense, et vous me connaissez, vous savez que je dis à peu près ce que je pense, même totalement. Voilà, pour conclure, je voudrais dire que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir, mais ne peut pas tout seul. Les associations, la société, les témoins peuvent aussi agir, et on a besoin de cette mobilisation. Sur Mérignac, on a voulu immédiatement, avec Eric et Gérard, lancer cette inspection conjointe, justement pour faire toute la lumière sur cette affaire et qu'on voit lucidement ce qui peut être amélioré. Ce fichier de prévention, je vous en ai parlé, moi j'y crois beaucoup. Et je voudrais dire qu'on a dû attendre, et là aussi je le dis vraiment comme je le pense, mais voilà, moi je déplore, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été confrontée à ces sujets-là dans ma vie, dans celle de mes amis et en tant qu'élue, et voilà. Et je déplore qu'on ait dû attendre 2017 pour que ça devienne une priorité. Je le dis parce que là aussi, j'observe qu'il peut y avoir parfois pas mal de débats. En fait, le Grenelle des violences conjugales, c'est ce gouvernement qui l'a fait, il n'a jamais été fait avant. Et avant, on ne s'est jamais dit que les violences conjugales étaient vraiment une action prioritaire. Je demande quand était la dernière fois qu'un garde des Sceaux et un ministre de l'Intérieur ont lancé une inspection. C'est pas le premier féminicide à Mérignac. Depuis des années, il y a tous les ans entre 100 et 160 féminicides. À quel moment un garde des Sceaux, un ministre de l'Intérieur se sont dit, les gars, il y a un problème quand même qu'une femme soit tuée par son mari ou par son ex-mari. Donc moi, je veux vraiment dire que l'action de ce gouvernement, elle est forte, elle est présente, les moyens sont au rendez-vous, la volonté politique est là. Et voilà, moi je vous dis très sincèrement, on approche maintenant de la fin du quinquennat. S'il y a une chose dont je serais fière, c'est d'avoir fait partie de ce gouvernement avec un président qui a érigé l'égalité femmes-hommes en grande cause de son quinquennat, et fière du fait qu'à chaque fois que j'ai mis ce sujet sur la table, j'ai été écoutée et entendue. Je me souviendrai toute ma vie d'être allée voir Édouard Philippe en lui disant « Monsieur le Premier ministre, je souhaite faire un Grenelle des violences conjugales car cette situation est intolérable pour les femmes ». Je me suis dit, il va me dire non, il va me dire attends, on n'a pas d'argent, on n'a pas de temps, pourquoi tu me parles de ça? Et j'ai préparé des arguments, je me suis dit peut-être que je devrais y revenir à plusieurs fois, donc voilà, je lui en parle une fois, il va me dire non, je vais rentrer, et puis une autre fois, je m'en reparlerai et ça se fera. Et en fait, il a dit oui immédiatement, et ça vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit rappeler, et on n'a vraiment pas à rougir, ce gouvernement, de ce qu'on fait. Je vois dans l'écran que ça fait 3 fois que ma chef de cabinet rentre dans la pièce, ce qui signifie probablement que je suis très en retard et beaucoup trop longue. Et donc, je m'en excuse doublement. J'espère ne pas ruiner votre timing pour le webinaire. Et je vais juste terminer. Je vous laisse avec mon cabinet qui est très engagé, qui me fera… Oui, alors ça prendra 30 secondes, c'est promis. Nous, on va travailler là aujourd'hui à faire un certain nombre de propositions. Est-ce que tu seras d'accord qu'on te les envoie ensuite par email pour en prendre connaissance? Avec plaisir, parce que je sais que vos propositions sont toujours super concrètes et vous savez très bien qu'il y a beaucoup de choses du Grenelle des violences conjugales qui viennent de vous et de ce que vous avez proposé. Donc vraiment, avec grand plaisir. Je dois vraiment partir, mais je laisse avec Amandine, que vous connaissez, qui a porté ces sujets depuis le début avec moi. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Donc voilà. Donc du coup, je suppose qu'Amandine va être présente. Peut-être qu'à un moment donné… on pourra avoir des points d'éclaircissement. Alors, ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va passer sur les différents groupes de travail pour faire donc les propositions que nous enverrons à l'issue de ce webinaire. Donc, comme on l'a vu, malgré toutes les mesures qui sont prises, il y a toujours des limites à tout ce qu'on fait, et je pense qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Donc, on va passer au premier volet, qui est donc la question de la prise en charge de la récidive, puisque justement le drame de Mérignac a démontré que voilà, une personne, souvent quand il est violent, il va en général, la personne va recommencer malheureusement. Donc, on va, est-ce que par exemple, prévoir davantage de structures d'enfermement prenant en charge les hommes violents en lieu et place de la prison
pourrait être une piste intéressante. Donc la question s'adresse à Laurence Biava. Il faut activer ton micro. On ne t'entend pas. Hein. Voilà, non, je pensais que finalement c'était toi qui le faisais. Bon, bref. Ah oui, non. je pense que il faut effectivement prévoir des structures beaucoup plus nombreuses, puisque le féminicide de Mérignac, qui s'est avéré quand même particulièrement barbare, a révélé combien les hommes violents, s'ils sont justement dans ce système de récidive à l'égard de leur compagne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que leur séjour en prison est de trop courte durée et ne représente qu'une parenthèse qui ne résout absolument pas leur propension à être violent. Donc, comment fait-on pour éviter que le chat se morde la queue en permanence, en fait? Voilà, c'est ça le problème. Oui, alors... Quelles sont les structures d'enfermement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour éviter justement cette récidive? Donc, Marlène a parlé du fait qu'il y avait déjà 2 centres de prise en charge des auteurs qui avaient été créés. Et effectivement, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit peu comme une levée de bouclier de la part de certaines féministes qui se disent « mais pourquoi mettre du budget sur les conjoints violents ?» Et c'est comme si on prenait ce budget aux victimes. Parce que voilà, c'est cette idée-là que tient, en mettant le budget sur la rééducation, on va dire ça comme ça, des hommes violents, ce serait comme si on prenait ça aux victimes. Donc moi, je pense qu'en tous les cas, il faut changer aussi de paradigme. C'est-à-dire qu'au départ, un homme violent, c'est aussi un être humain, c'est un homme qu'il faut aussi prendre en charge dans le sens où sa récidive se fait forcément à l'encontre de quelqu'un, d'une femme. Et il est évident que s'il va en prison, l'agresseur, le tueur assassin de Mérignac, était allé en prison et il avait reçu une remise de peine parce que, il s'était très bien comporté en prison. Alors, en prison, qu'est-ce qu'il n'y a pas en général? Des femmes, et qu'il n'y a pas, dans tous les cas, sa femme. Donc, il est évident que l'homme qui a un problème de violence conjugale, il ne va pas en prison exprimer son obsession violente à l'égard de sa femme. C'est clair. Donc, il faut envisager de trouver une augmentation de la prise en charge de ces hommes violents, peut-être même en prévoyant, par exemple, des intervenants sociaux dans les prisons pour de la rééducation psychologique des hommes violents si on n'a pas de place dans les centres d'hébergement d'hommes violents, y compris au sein des prisons. Donc moi, je propose que la première proposition soit celle de la prise en charge systématique de la récidive de l'homme violent. Parce qu'un homme violent, si on prend le cas par exemple de Bertrand Cantat, mais il a été violent à l'égard de toutes ses femmes et de toutes ses compagnes, jusqu'à la mort de Marie Trintignant. Donc il est clair que la question de la récidive, elle est primordiale. Ça, c'est pour la première chose. Deuxième chose, alors, la question du bracelet anti-rapprochement ou de l'assignation à résidence. Donc, Nathalie Coursier, est-ce que vous pensez que le bracelet anti-rapprochement est une solution efficace? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller plus loin en envisageant des assignations à résidence en lieu et place des remises de peine? Oui, alors déjà revenons très rapidement sur ce qu'est le bracelet anti-rapprochement. C'est un dispositif qui permet de géolocaliser à la fois la victime et l'agresseur. Donc il y a un périmètre de protection qui est défini par le juge et quand l'agresseur franchit ce périmètre, il lui est demandé de s'éloigner. S'il reste en zone interdite, les forces de l'ordre sont prévenues. Donc ça a évidemment un effet dissuasif d'un côté qui est évident, et de l'autre côté, un effet sécurisant puisque finalement la victime ne va plus se retrouver ni seule ni surprise face à l'agresseur. Donc ce dispositif, il est finalement un cran au-dessus
du téléphone grand danger dans la mesure où il n'y a pas d'intervention nécessaire de la victime. L'alerte, elle est automatique. Et donc, évidemment, c'est éminemment efficace puisque on garantit la mesure d'éloignement, en fait. La mesure d'éloignement qui, pour certains hommes, n'est qu'un bout de papier et qui ne va pas empêcher... qui ne va pas les empêcher de continuer à effrayer, de continuer à harceler, de suivre, d'appeler, de violenter, voire de tuer leur compagne ou leur ex-compagne. Là, il y a un maintien à distance réel de l'homme violent. Donc oui, c'est une mesure extrêmement efficace. Oui, comme le disait Marlène, on a tout intérêt à ce qu'il soit déployé de façon extrêmement large. Maintenant, le problème se pose dans la mesure où ce dispositif, il restreint les libertés individuelles, et notamment la liberté individuelle de l'auteur. Il faut qu'il y ait un consentement de l'auteur pour le port de ce bracelet anti-rapprochement, parce qu'il faut respecter des exigences constitutionnelles, que sont la présomption d'innocence et le respect donc de la liberté individuelle. Mais là, il y a deux choses. D'abord, la liberté individuelle de l'auteur, c'est très bien, mais quid de la liberté individuelle de la victime? On a des femmes qui n'osent plus sortir, qui quand elles sortent, c'est la boule au ventre, donc elles vont restreindre leur sortie, qui vont s'empêcher de parler à quiconque de peur d'exacerber la colère et la violence de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Et donc, il n'y a pas de zone de tranquillité, finalement, que pourrait garantir ce bracelet anti-rapprochement. Donc, comment fait-on? Parce qu'au civil, il faut le consentement de l'auteur. Moi, ce que je vois, c'est que à partir du moment où il y a un refus de port du bracelet anti-rapprochement, le juge aux affaires familiales va prévenir le procureur. Il faudrait qu'à ce moment-là, le procureur puisse, de façon quasi systématique, enclencher une enquête pénale, et dans le cadre de cette enquête pénale, il pourra imposer le port du bracelet anti-rapprochement ou même des mesures encore plus restrictives. En fait, il faut que dans la tête de l'agresseur, il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas intérêt à refuser le port du bracelet anti-rapprochement parce que s'il le refuse, il va écoper de mesures plus restrictives et peut-être même de la détention provisoire en attendant son jugement. Il faut vraiment que par tous les moyens, on se dise il n'y a pas intérêt au refus et donc le refus n'existera pas ou peu, ou en tout cas tous les moyens qui sont bons pour inciter l'auteur à ne pas refuser ce dispositif parce que c'est vraiment un dispositif essentiel. C'est une mesure de protection oui. Donc, très importante. Si donc en fait il y a la question donc de ce consentement, peut-être qu'on pourrait imaginer que ce bracelet anti-rapprochement soit une peine complémentaire à l'issue d'une sortie de prison, un élément supplémentaire pour permettre une conditionnelle, voilà, parce que moi je lis un certain nombre de commentaires qui sont assez intéressants, comme quoi par exemple le consentement ne serait pas obligatoire en Espagne et en Suède. Ça c'est Florence Briol qui le dit. Donc c'est très intéressant. Je vois aussi qu'il y a un certain nombre de participants qui parlent des anciens enfants battus qui peuvent être aussi ou témoins de violences conjugales, qui peuvent être aussi eux-mêmes ensuite source de violence, puisque parfois c'est aussi une question voilà, de traumatisme ancien qui va se réexprimer à l'âge adulte d'une façon violente. Donc ça, c'est des éléments qui sont très intéressants. Donc ce bracelet anti-rapprochement, donc nos propositions, ce serait de trouver des solutions pour en rendre l'usage plus systématique. Et contourner finalement, voilà. Excuse-moi, contourner en fait ce problème de consentement et puis le mettre aussi en peine, voilà. Ouais. Et au-delà de ce que tu disais sur effectivement les problèmes de sursis, d'aménagement de peine où il faut absolument que ça soit corrélé à un port de bracelet, il y a aussi le problème au civil. Il faut quand même comprendre que c'est au moment où la femme enclenche le processus en allant déposer plainte. Et ce moment charnière, il coïncide souvent à la séparation du couple. C'est précisément à ce moment-là
que le risque de violence est le plus élevé. Donc il faut vraiment qu'on puisse avoir des moyens aussi pour qu'au civil puissent être déployés ces bracelets anti-rapprochement. Ouais, moi, c'est souvent un conseil que je donne, c'est de ne pas, bon, c'est terrible à dire, mais de ne pas rompre en présentiel. Voilà. Ouais, non, mais on envoie une carte, un petit SMS. Voilà, il y a beaucoup de féminicides. C'est au moment de l'annonce de la rupture, vous êtes seul avec le conjoint ou en présence de vos enfants, et puis c'est à ce moment-là que, paf, l'accès de violence peut s'exprimer sur le moment. Bon, après, il y a ceux comme celui de Mérignac qui préméditent de façon extrêmement, je dirais, acharnée leur féminicide. Ça, c'est terrible. Donc, on va passer, oui, alors je vois aussi quelqu'un qui dit « est toujours en présence de témoins ». Alors moi, je conseille à distance, en présence de témoins, mais à distance aussi. Voilà. Et même quand la personne n'a pas forcément fait acte de violence avant. Donc, le mieux, c'est de rompre dans les restaurants. Bon, bref, si vraiment vous devez le faire en présentiel. Quand je dis ça, je dis rien. On va passer à la création de tribunaux spécialisés et de régimes de protection spéciaux. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui ont fait des propositions, notamment dans Pour une cause, qui défendent la création de tribunaux spécialisés. Alors, la première question, c'est est-ce que déjà les peines appliquées aux hommes violents sont-elles à la hauteur de leurs crimes? Donc ça, c'est pour Laurence Biava. Non, pas du tout. Les peines appliquées... Ah, pardon, Laurence, j'ai fait une erreur de manipulation. Je voulais couper mon micro et j'ai coupé le tien sans faire exprès. Donc, voilà. Réactive-le, excuse-moi. On ne t'entend pas. Voilà, c'est fait. Ma réponse sera courte parce que j'ai cherché les statistiques et très, très sincèrement, je ne les ai pas trouvées. Les seules statistiques que j'ai trouvées remontent au 25 novembre 2019. Il doit y en avoir des plus récents, mais je n'y ai pas eu accès. Ce qui est certain, c'est que sur 126 meurtres de femmes à une certaine date en 2019, il y avait eu aussi 67 tentatives d'assassinat. Mais quel est le rapport entre le fait que les hommes aient été condamnés ou pas? Je ne l'ai pas trouvé. Mais bien entendu, les peines appliquées aux hommes violents ne sont pas à la hauteur. Bien sûr. Alors, moi, je sais que pour Mérignac, à la suite d'une tentative de meurtre quand même, où elle avait eu le larynx abîmé, il avait passé à peine quelques mois en prison. C'est tout simplement... voilà, et puis je vois qu'il y en a qui me disent quand les peines sont appliquées. Donc moi, il y a personnellement... Je sais que aussi, malheureusement, je ne sais pas si elle est là, mais il y avait peut-être Laura Rapp qui allait passer si elle le pouvait. Je sais aussi qu'elle a obtenu 8 ans pour sa tentative de meurtre. Donc, son conjoint a eu 8 ans de prison. Ça veut dire qu'avec les remises de peine, il fera probablement 4 ans. Sachant que, bon, ça s'est joué à quelques minutes près. Donc, du coup, c'est vrai que il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Est-ce que les magistrats sont vraiment formés pour comprendre de quoi il en retourne? Est-ce que voilà, le fait qu'il y ait des magistrats qui ne sont peut-être pas au fait des spécificités des féminicides, donc cet acharnement qui peut être le fait des auteurs, peut-être que la création de tribunaux spécialisés pourrait être intéressante. Alors, le dispositif des tribunaux spécialisés existe ailleurs en Europe et notamment en Espagne. Quels sont les résultats? Donc, ça, c'est une question pour Pierre-Jean. Oui, on a pas mal de... 2 minutes, il faut juste que je vois un truc avec mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Ok, très bien, excusez-moi. Oui. Donc, quand on regarde notamment les chiffres, en Espagne, en fait, les tribunaux spécialisés, c'est une pierre angulaire du modèle dit espagnol. Ça a été créé par une loi qui a été érigée en 2004. En fait, il y en a à peu près 106 qui sont répartis sur tout le territoire espagnol.
Mais en général, on remarque qu'il y a une vraie décentralisation de ces tribunaux qui sont surtout présents dans les capitales provinciales, donc dans les capitales de chaque région, là où il y a le plus d'habitants. Et il y a en fait ces 106 tribunaux de base, et il y en a 353 qui sont aptes à juger des affaires de violence conjugale. Ça, c'est notamment dans des villes qui sont plus petites. Et en fait, on voit que ces tribunaux spécialisés réussissent à faire appliquer des peines plus lourdes pour ceux qui commettent des délits et des crimes aussi. Et en fait, c'est, quand je disais la pierre angulaire qui avait été créée par la loi de 2004, en fait, c'est véritablement une pierre angulaire qui permet de limiter, sinon parfois de totalement arrêter. Et on tend de plus en plus à ce que ça arrête totalement dans certains endroits les violations des droits fondamentaux des femmes. Et ça permet aussi de protéger et de promouvoir activement ces droits, parce que ça permet donc d'un côté de condamner, ça permet d'un autre côté, d'une manière plus représentative, d'une manière plus, plus symbolique, en fait, de promouvoir et de protéger ces droits. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, la question va s'adresser à Fatimata Niang. En quoi cette mesure, donc la création des tribunaux spécialisés, serait-elle efficace concernant la prise en charge des violences conjugales dans le domaine judiciaire? Dans le domaine judiciaire, le but déjà, ça consiste à fournir une aide accrue aux victimes à toutes les étapes du processus, soit avant, pendant et après les procédures judiciaires. En fait, ce qu'on veut, c'est que le système judiciaire s'adapte au mieux aux besoins particuliers des victimes des crimes sexuels et de violences conjugales, notamment pour les femmes, à grande majorité, parce qu'elles sont souvent désemparées devant la dédale administrative et la froideur du système. On a juste à prendre, comme vient de le dire Pierre-Jean, l'exemple de l'Espagne. Depuis la mise en place des tribunaux spécialisés, le nombre de féminicides est en baisse. Quand je compare avec la France, en 2018, la justice espagnole a accepté 27 000 ordonnances de protection judiciaire. La France en avait accepté que 1 600. Donc, en mettant en place plus de tribunaux spécialisés, je pense que déjà on pourra réduire les féminicides et on pourra inciter plus de femmes à porter plainte. En Espagne, j'ai vu également qu'il y avait pour chaque personne qui était victime de violences conjugales, il y avait une personne qui était là, qui l'a suivi du début à la fin. Il y avait un policier dédié à cette femme. Et en fait, il était là pour elle du moment où elle a porté plainte jusqu'à la fin de la procédure devant le tribunal spécialisé. Et si nous, en France, on arrive à mettre en place la même chose, je pense que déjà, il y aura plus de femmes qui auront porté plainte, il y aura moins de féminicides et on pourra régler en partie le problème lié aux violences conjugales. Merci beaucoup. Alors, je vois aussi qu'il y a beaucoup de points qui sont abordés par le public et je les en remercie. La question de l'assistante sociale qui est le premier relais vers qui se tournent les femmes. Alors oui, c'est ce qui a été là, les travailleurs sociaux dans les commissariats, c'est la piste qui a été ouverte par Marlène Schiappa qui a fait donc embaucher 95 nouveaux intervenants sociaux. Alors, c'est très intéressant. Maintenant, on va passer à la question de la mise en place donc, d'un régime de protection de témoins pour les femmes victimes de violences. Alors, qu'est-ce que le régime de protection de témoins? Déjà, ce serait pour s'aligner en termes de nécessité de fuite pour certaines femmes. Alors, est-ce que ce serait possible? De quoi il s'agirait, Nathalie Courcy? Alors déjà, Marlène l'a rappelé, mais il faut savoir que ce qui existe déjà en termes de mesures de mise en sécurité a été accéléré et renforcé. Et c'est important de le redire parce que dans l'ordonnance de protection, il y a déjà des choses. Aujourd'hui, le juge aux affaires familiales doit, dans les 6 jours, fixer son ordonnance de protection, alors qu'en moyenne, c'était 42 jours auparavant. Et dans cette ordonnance de protection, il peut y avoir un certain nombre de mesures qui n'existaient pas avant. Je pense à l'éloignement
du conjoint violent. Auparavant, la femme devait quitter son domicile conjugal avec toutes les difficultés que ça peut occasionner. Il y a la possibilité également d'interdire au conjoint violent d'entrer en contact avec sa femme. Il y a vraiment des mesures qui sont renforcées. Il y a après le téléphone grand danger, le bracelet anti-rapprochement dont on parlait. Il y a aussi, et ça rentre dans la protection de témoins telle qu'on l'entend, la possibilité pour le juge d'autoriser la victime à dissimuler l'adresse de son domicile. Ça, je pense que ça peut être aussi quelque chose d'assez efficace. Après, moi, je reste persuadée que tout ça, si c'est appliqué, c'est une véritable avancée, mais que rien ne vaut le bracelet anti-rapprochement, encore une fois, pour vraiment garantir ces mesures d'éloignement. Et dans le cas du procès, et même avec des tribunaux spécialisés, on peut tout à fait imaginer que le conjoint violent soit mis sous contrôle judiciaire et que ce contrôle judiciaire soit assorti d'un port de bracelet anti-rapprochement. Pour moi, c'est vraiment la mesure qui sera véritablement efficace. Après, je voudrais rebondir sur ce que disait Fatimata et sur l'accompagnement et le soutien. Je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il y a la protection physique des femmes et il y a également, qui doit être menée en parallèle, qui est aussi très importante, c'est la protection psychologique. Les violences conjugales, c'est une affaire d'emprise en fait. Concrètement, c'est quoi? C'est un homme qui place sa femme sous emprise et qui l'élève à la culpabilité. Donc quand cette femme, elle arrive, malgré l'emprise, malgré les liens de culpabilité très forts, à prendre la décision d'aller porter plainte, c'est un acte de courage énorme. Si elle arrive au commissariat et qu'on lui dit « bah non madame, il faut attendre, bah non madame, il faut revenir », en elle, c'est un combat intérieur. Il y a d'un côté cette décision très courageuse qu'elle a prise, et puis il y a la peur des représailles, il y a le sentiment de culpabilité qui revient, etc. Donc il faut que dès ce moment-là, il y ait quelqu'un qui la soutienne dans sa démarche, qui valorise son courage et qui fasse qu'il n'y ait pas de retour en arrière, de machine arrière possible et que vraiment le processus policier puis judiciaire s'enclenche. Donc Fatimata a raison, je pense l'accompagnement psychologique, il doit être avant, pendant et après le procès, quelle qu'en soit son issue. Donc voilà, il y a une protection physique, une protection psychologique. Je pense que c'est important de le dire. Merci beaucoup. Alors, on va passer au point suivant parce que l'heure tourne. Donc, la question de la parentalité, justement, des hommes violents, parce que c'est souvent ça, hein, l'un des leviers de l'emprise, c'est aussi la présence d'enfants. Donc, il y aurait la question donc, de la suppression automatique de l'autorité parentale en cas de condamnation pour violence conjugale. En quoi cette mesure pourrait être intéressante, Fatimata Niang, contre les violences conjugales? Depuis le Grenelle des violences conjugales, il y a la suppression automatique de l'autorité parentale en cas de condamnation en cas de d'homicide conjugal. Mais moi, je trouve que c'est trop tard en fait, parce qu'au moment où la femme est morte, que le père n'ait plus l'autorité parentale, ça ne change rien. La femme est morte. Mais j'ai vu également que la loi prévoit en cas de violence conjugale la possibilité du retrait total ou partiel de l'autorité parentale de l'agresseur, ainsi que l'attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la victime. Mais c'est très rarement mis en place. En général, quand une femme est victime de violences conjugales et qu'elle veut obtenir la garde exclusive de ses enfants, on va lui dire « oui, mais il n'a pas été violent envers ses enfants ». Mais une personne qui a été violente envers sa femme ou devant ses enfants, pour moi, c'est la même chose en fait. Et je pense que là, il y a un petit loupé. Donc, en fait, c'est compliqué parce que le parent auteur, il va se servir des enfants et ça va faire un effet où très souvent, cette autorité parentale conjointe, elle va permettre au coupable de pouvoir continuer à avoir une mainmise sur la victime dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Et je pense que l'autorité parentale, on devrait vraiment elle devrait être exclusive quand l'auteur a été condamné. Quand il a été condamné, on ne peut pas dire oui, bon, on protège la femme, mais on ne protège pas les enfants. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, ça c'est une proposition. Je te laisserai juste après parler, Laurence. Ça, c'est une proposition que l'on enverra. C'est la suppression quand la personne est condamnée pour violence conjugale.
eh bien, qu'elles perdent Automatiquement. automatiquement l'autorité parentale des enfants pour éviter justement de De revenir. l'appeler pour lui demander X ou Y signature. Oui, bah, par exemple, quand vous devez envoyer votre enfant dans une école privée, Voilà. vous devez partir en En vacances vacances. pendant 15 jours. Et Voilà. là, vous êtes obligé tout le temps d'écrire à la personne qui a essayé, parfois même voilà, de vous tuer, pour demander des autorisations. Mais quel compte doit-on donner à un homme qui a essayé de tuer la mère de ses enfants? Enfin bon, bref. Parce Donc, que- Laurence, c'est à toi. Voilà, je voulais juste donc embrayer sur ça pour dire que la solution semble être un encadrement spécifique des droits de visite aux enfants qui passerait par une visite médiatisée en fait. Je pense que c'est une solution qui serait intéressante pour éviter les actes de violence. Laurence, le problème, c'est que si le père refuse la visite médiatisée, il n'y a pas de visite médiatisée. S'il dit que je refuse une visite médiatisée, elle n'aura pas lieu. Et alors, comment peut-on faire pour... c'est sans issue, alors C'est ça. Mm. Et si c'était parfait, ça se saurait. Donc oui, effectivement, malheureusement... On essaye de trouver des solutions, tu vois. Voilà. Donc, moi, je vois aussi qu'il y en a qui proposent que ce soit dès la mise en examen. Voilà, alors, bon, pour moi, il me semble qu'effectivement, la condamnation définitive doit marquer le retrait de l'autorité parentale et auparavant, peut-être une suspension. Si jamais, en tous les cas, il y a des éléments, voilà, la mise en examen, c'est en général qu'il y a une grosse suspicion quand même et un beau parfois flagrant délit. Peut-être aussi obtenir ce type de choses par ordonnance, par référé. Donc ça, c'est des modalités de jugement plus rapides. Alors peut-être agir sur ces questions de délai. Je vois qu'il y a la question des délais aussi. Des gens peuvent attendre des mois avant que le conjoint violent soit condamné, alors que tous les éléments de preuve y sont. Alors, on va passer au point suivant. Alors, on avait justement la visite médiatisée, donc, dont Laurence a parlé. Et bon, la question des pensions alimentaires. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un certain nombre d'hommes violents qui sont condamnés, dans le cadre aussi d'un divorce pour faute, à payer des pensions alimentaires. Et puis, il y a la question aussi de la révision de la pension, de l'établissement de cette pension. Comment faire, en fait, pour empêcher de devoir, voilà, pour une femme victime de violence, le fait de devoir tout le temps prendre contact avec son agresseur pour des questions notamment pécuniaires, c'est assez problématique. Alors, quelles propositions pourrait-on faire, Nathalie de Courcy, dans ce domaine ? Ouais. C'est un vrai sujet, Juliette, parce que effectivement, on parlait d'emprise tout à l'heure. Entretenir un rapport d'argent avec son agresseur, c'est finalement lui permettre de garder un lien, de garder un pouvoir. Et pour sortir de l'emprise, il faudrait pouvoir couper ces liens. Donc, je pense que c'est une très bonne chose que la CAF, depuis janvier maintenant, permette de sécuriser le versement des pensions alimentaires. C'est à la fois une lutte contre les impayés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 40% des pensions alimentaires qui ne sont pas versées régulièrement. Et il y a une femme sur deux qui élève seule ses enfants qui n'arrive pas à boucler son budget. Donc, c'est en premier lieu une lutte contre les impayés. Mais c'est aussi la garantie d'une liberté psychologique pour la femme qui va pouvoir effectivement couper les ponts, entre guillemets, ou en tout cas ne plus avoir de lien et sortir de l'emprise plus facilement et se reconstruire plus facilement. Après, effectivement, on peut aller un cran plus loin et se dire que de la même manière que la CAF collecte en saisissant sur salaire ou sur prestation auprès de l'homme et reverse à la victime, elle pourrait également régulièrement prendre connaissance des revenus de l'un et de l'autre, sans les communiquer à l'un et à l'autre. On le fait déjà. Pour réviser, non mais sans qu'on ait besoin de... On le fait tous les 3 mois. Sans intervention du juge aux affaires familiales. Tous les 3 mois, on vérifie les revenus, tous les 3 mois.
on vérifie si l'autre gagne plus ou pas tous les 3 mois. Et Donc, tous les dossiers. Oui, mais la révision, du coup, ne se fait pas automatiquement par la CAF. Non, nous, on ne fait pas la révision, mais par contre, on récupère les fonds. On signale, on va signaler à la femme, par exemple, il ne travaille pas. On va dire maintenant, il a repris un travail. D'accord. Il est solvable. Et donc, du coup, elle va faire le nécessaire auprès du JAF, mais on le fait tous les 3 mois. D'accord, mais l'idée, en fait, c'est qu'il ne soit pas nécessaire de redemander au JAF et que la CAF puisse automatiquement et régulièrement, surtout, réviser s'il y a lieu le montant de la pension alimentaire. Et encore une fois, l'idée, c'est juste que toutes ces démarches de fixation de la pension, de révision de la pension, etc., soient gérées par un tiers et qu'il n'y ait pas de lien entre la victime et son agresseur pour les histoires d'argent. On sait très bien qu'un homme violent qui n'a pas pu atteindre physiquement à la vie de sa femme, il va essayer d'atteindre à sa vie d'une autre manière en l'empêchant de s'organiser financièrement, d'anticiper, de vivre sereinement sa vie d'après. Et il faut l'empêcher d'avoir ce pouvoir-là. Merci beaucoup. Alors, on va passer aussi au point suivant. Je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main. Nous prendrons peut-être des interventions en fin de webinaire. Il faudrait par contre indiquer à chaque fois vos questions ou le sujet de votre intervention pour qu'on sache en fait de quoi il s'agit. Du coup, nous allons passer au point suivant, la violence économique, on en parlait justement. Donc la question de la prise en charge des femmes victimes de violences en situation de dépendance économique. Quelle prise en charge par les pouvoirs publics? Il y a celles aussi effectivement qui restent parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers de pouvoir partir. Donc cette question-là est pour Fatimata. Quelle proposition faire pour ces femmes? Moi, je pensais faire la prise en charge des femmes victimes de violences en situation de dépendance économique. Oui, c'est ça. Vas-y. Donc, en fait, l'idée, ce sera de consolider et développer des structures dédiées, prise en charge sanitaire, psychologique, sociale des femmes victimes de violences conjugales. Parce que les femmes qui sont victimes de violences conjugales, elles ont également à subir la double peine. Elles ont une difficulté sociale, une difficulté économique, et du coup, elles se retrouvent du jour au lendemain privées de pas mal de droits, ou alors elles n'ont pas connaissance de tous leurs droits. Ce que j'ai aimé dans le Grenelle des violences conjugales, c'est la création de 1000 places d'hébergement supplémentaires pour les femmes victimes de violences, la création d'une plateforme de géolocalisation des places d'hébergement d'urgence pour les forces de l'ordre afin qu'elles aient une vision en temps réel du nombre de places disponibles et puissent mieux orienter les femmes. J'ai vu également qu'il y avait l'ouverture de la garantie locative gratuite visale aux femmes victimes de violences conjugales qui souhaitent quitter leur conjoint et leur domicile. En fait, l'idée, ce serait de faciliter l'accès des femmes victimes de violences à la garantie visale pour qu'elles puissent bénéficier d'une caution locative gratuite et trouver un logement plus facilement. Je trouve que l'idée de Marlène de mettre en place une assistante sociale dans les différents départements c'est bien. Parce qu'en fait, les femmes, comme je disais, du jour au lendemain, elles ne savent plus où aller. Et en fait, quand on a une situation économique qui est compliquée, on a du mal à partir. On ne partira pas. On va préférer subir des violences conjugales que de se retrouver du jour au lendemain à subir une violence économique. Et moi, je pense qu'il faut également penser à trouver des solutions pour aider les femmes et les inciter à partir et ne plus subir de violences, que ce soit psychologique, sociale ou physique. Oui, merci. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi l'idée d'éloigner le conjoint violent du domicile conjugal. Il y en a aussi, il y a beaucoup de femmes qui désirent partir et se cacher ailleurs. Connaître l'adresse du logement. Voilà, nouvelle adresse, nouveau logement, ne pas communiquer l'adresse. Et c'est aussi ça, en fait, la question des enfants. Parfois, c'est justement ce lien-là qui est toujours maintenu. Et c'est la mise en balance perpétuelle de tout ça. Donc, il y en a beaucoup qui ne veulent pas partir aussi pour éviter de se retrouver à la rue, plus ou moins avec des enfants à charge. Donc, je vois qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui expliquent qu'il y a des associations, qu'il y a beaucoup de choses. C'est très important aussi que les départements et les régions, c'est surtout le département qui a une compétence sociale. C'est très important que les centres d'hébergement soient ouverts par les départements. Et d'avoir de vrais plans
d'accueil des femmes en situation de détresse du fait de ces violences conjugales. Alors, on va partir sur le point suivant. Si je peux juste ajouter une chose par rapport à ça. Oui, vas-y. Je pense qu'il y a aussi un constat que vous avez toutes fait. C'est que devant l'ampleur des violences conjugales, faut, bien entendu, vu qu'on veut faire plus, on cherche de nouveaux moyens. Je pense qu'il y a aussi, c'est ce qui était plébiscité dans plusieurs commentaires et questions. Je pense que la mise en œuvre, c'est ce qui avait été fait plus ou moins par Marlène Schiappa, mais dans d'autres pays, notamment en Espagne, on voit que ça marche. C'est la mise en œuvre de partenariats publics-privés, notamment avec les associations, où c'est quelque chose de clé, et même avec les bailleurs sociaux pour avoir plus de places d'hébergement, parce que ça permet en fait de créer une situation de rupture dès qu'il y a connaissance des faits. Donc, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant. Donc ça, c'est une proposition intéressante qu'on rajoutera. On va passer aussi, puisqu'on parle de la question des violences économiques, aussi au rôle des entreprises. Donc, quelle responsabilité, quel rôle des entreprises en matière de lutte contre les violences conjugales? Donc, c'est une question pour Nathalie de Courcy. Ouais. Il faut comprendre en fait que pour une femme victime de violences conjugales, son lieu de travail, c'est finalement un lieu où elle peut se sentir en sécurité parce que elle est extraite de sa sphère privée, donc elle est loin de son agresseur. Et il faudrait du coup que ce lieu refuge, entre guillemets, puisse également être un espace potentiel de ressources où elle pourrait trouver une écoute et des réponses. Je crois vraiment que la détection des violences conjugales, elle doit être portée par toutes les strates de l'entreprise, du collègue de proximité jusqu'à la direction. Et je pense notamment aux managers. Les managers, ils ont un rôle crucial à jouer. Ils sont les premiers à pouvoir détecter un changement de comportement, une attitude un peu étrange, etc. Et donc, il faut qu'ils soient en mesure de rassurer la victime, de la soutenir, de la sensibiliser et peut-être de l'inciter, comme on le disait précédemment, à partir. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir accompagner les entreprises par de la sensibilisation, par de la formation à l'écoute active, mais aussi par la nomination de personnes ressources pour que la femme victime puisse trouver dans ce lieu où elle se sent en sécurité des personnes qui vont l'aider à avoir le déclic et à enclencher une procédure et surtout à partir. Merci. Donc, c'est vrai que l'entreprise, c'est un lieu où déjà beaucoup d'entreprises commencent à afficher notamment le numéro de téléphone, le 3919. Ça, c'est très intéressant. Peut-être rendre obligatoire cet affichage, on peut l'imaginer, que toutes les entreprises et tous les magasins puissent, que cet affichage sur ce numéro de téléphone puisse être généralisé. Je vois aussi que il y a une proposition très intéressante de Yael Dehaze, je ne sais pas si je prononce bien son nom, donc de proposer des RTT dédiés, notamment pour une femme en situation de violence conjugale qui doit fuir, par exemple, son domicile. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, il y a des pistes à envisager. On peut imaginer beaucoup de choses. Voilà, l'entreprise peut aussi être altruiste vis-à-vis de ses employés victimes de violences conjugales. Alors, on va passer au point suivant. Donc, c'est la question de la nationalité de l'homme violent et puis ou même de la victime. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont de nationalité étrangère, qui ne parlent pas toujours d'ailleurs le français. Et puis, vous avez aussi des hommes qui sont de nationalité étrangère et qui peuvent être auteurs de violences. Quelles pourraient être les mesures envisagées pour ce type de situation? Donc la question est pour Fatima Tanyang. Pour les femmes victimes de violences conjugales qui sont d'origine étrangère, qui ont une carte de séjour, une carte de résident, j'ai vu que ces personnes-là, en fait, si elles épousaient une personne qui était française, parce qu'en fait, quand on épouse un conjoint français, on acquiert une carte de séjour ou de résident de par son mariage.
Donc, en fait, pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, l'emprise est double, parce que du coup, elles ont la peur de partir, de laisser leur enfant. Mais il y a une loi qui fait qu'en fait, elles sont protégées. Si elles quittent leur conjoint français violent, elles vont continuer à avoir leur carte de séjour. Donc ça, déjà, je ne sais pas si c'est assez mis en avant, assez présenté. Faudrait vraiment l'expliquer à plus grande échelle, qu'il n'y a pas de perte de carte de séjour en cas de séparation avec un conjoint qui est violent. Par contre, j'ai essayé de chercher pour une personne qui est française, qui épouse un conjoint qui est d'origine étrangère, qui n'est pas français, mais qui a une carte de séjour de résident. Il est dit que cette personne perd sa carte de séjour ou de carte de résident, mais il n'y a pas trop de cas. J'ai cherché, hein. Pendant 24 heures, j'ai cherché. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments, il n'y avait pas beaucoup de choses. Je suis juste tombée sur ce que Marlène avait dit en novembre 2018 ou 2018, je pense, où elle disait qu'il fallait retirer la carte de séjour des personnes qui étaient condamnées pour des actes sexistes. Je n'ai pas trouvé autre chose que ça. Donc moi, pour pousser le truc, je pense qu'il faut retirer la carte de séjour aux personnes qui sont violentes avec leurs femmes. Parce qu'une personne qui est violente, c'est problématique. On n'a pas à accepter de donner une carte de séjour, une carte de résident à une personne qui a été violente envers sa femme. Ça, c'est mon point de vue. Alors, imaginons que cette personne paye une pension alimentaire et que le retrait de sa carte de séjour entraîne la perte de la pension alimentaire. Est-ce qu'il faudrait que ce soit la femme qui demande, par exemple, le retrait de cette carte de séjour ou bien Après, ça doit être automatique selon toi? Quel est Pour moi, c'est comme si on disait tu es autorisé à frapper ta femme parce que tu lui payes une pension alimentaire, ou alors tu es autorisé à rester sur le sol français parce que tu payes une pension alimentaire. Non, il a été violent. C'est pas la pension alimentaire qui fait qu'une personne est violente parce qu'il donne une pension alimentaire, on doit le laisser. Il faut bien comprendre quelque chose aussi. Si la personne, imaginons, moi je suis là aussi pour qu'on débatte de tout ça. Donc, si on renvoie une personne, on lui retire sa carte de séjour, elle perd son travail, donc elle ne verse pas la pension alimentaire du tout à la personne qui est supposée la toucher avec les enfants, sachant qu'on lui a retiré de façon automatique l'autorité parentale. Hein, on est bien d'accord. Donc, dans ce cas-là, le gagne-pain, on va dire ça comme ça, l'aliment des enfants part aussi donc c'est à double tranchant. Moi, ce que je me demandais, oui, alors il y en a qui me disent pourquoi ne plus verser la pension, mais si la personne perd son travail, en général, elle ne plus verser de pension. Elle a un problème pour verser la pension. En plus, si elle retourne dans un pays étranger, c'est vrai qu'un divorce à l'international, c'est beaucoup plus compliqué pour les pensions alimentaires et tout ça. Il y a des personnes qui vont faire en sorte de ne pas payer la pension alimentaire, qui vont faire en sorte de cacher leurs revenus. Donc, au final, sachant que l'allocation soutien familial, c'est 115 € par enfant jusqu'aux 20 ans des enfants. Oui, mais c'est pas énorme, pardon. Non, c'est pas énorme, mais en général, le juge pardon, ça, mais bon. Les juges ne donnent pas grand-chose non plus. Une pièce en plus à Paris, je vais pas dire combien ça coûte, hein, notamment. Donc, du coup, oui, alors... Bon, ça, c'est d'autres propositions. Je vois augmenter les pensions alimentaires, tout ça. Oui, nous, on fait beaucoup de propositions d'égalité ensemble sur ce domaine, mais ça sera dans le webinaire famille. Là, ça sera le moment d'y aller au niveau des propositions sur le sujet. Alors, on va passer sur le point suivant. Donc, c'est prévenir les violences par l'éducation à l'égalité femmes-hommes. Donc, en quoi cette éducation à l'égalité serait-elle bénéfique pour lutter contre les violences conjugales? Et cette question est pour Laurence Biava. Alors, bien entendu, c'est un enjeu de société, c'est pour ça qu'on est là, hein, l'égalité femmes-hommes. En fait, l'origine commune de tout ça, c'est la conviction de l'infériorité des femmes et la nécessité de la prévention par l'éducation dès le plus jeune âge. Hein. Le problème du manque d'égalité entre les femmes et les hommes provient de la banalisation du sexisme. Il y a des comportements qui sont répandus dans toute la société française, internationale, qui mettent en cause l'égalité femmes-hommes. Alors évidemment, on le sait, ce sont les violences conjugales, les injures, toutes les violences sexuelles, le harcèlement, tout ce que l'on vient de, tout ce sur quoi on débat,
Et en fait, les violences dont sont victimes les femmes dans tous les milieux, à tous les âges, dans toutes les circonstances de la vie, relèvent de plusieurs convictions. Et ce sont des convictions qui sont systématiquement partagées par les auteurs de violences. Les femmes sont trop considérées comme une quantité négligeable et surtout, les hommes considèrent que leur corps n'a pas à être respecté et qu'il est à leur disposition. Il y a un nombre incroyable aussi de gens qui considèrent que les violences commises à l'encontre des femmes ne sont pas si graves. Il semblerait aussi que toutes les violences, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, qu'elles soient commises au sein de la famille ou à l'extérieur du foyer, s'opposent à l'égalité femmes-hommes. La banalisation d'attitudes sexistes et la non-reconnaissance de leurs conséquences sur les victimes a des conséquences absolument redoutables. On en veut beaucoup à une femme, par exemple, on lui dit facilement « Ah, mais tu regimbes, tu n'as pas d'humour ». Ça, c'est caractéristique du sexisme. Ensuite, souvent, c'est elle la fauteuse de troubles. Et c'est non celui qui attente à sa dignité. Donc, tant que ces choses-là existeront, il n'y aura pas d'égalité femmes-hommes. Il faut que les comportements changent. Il faut faire changer les mentalités, et il faut faire changer les mentalités, mais pas seulement les mentalités, les états d'esprit des hommes, envisager des reconstructions psychologiques et psychiques des hommes violents pour pouvoir parvenir à cette égalité que nous désirons tant. Voilà. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de remarques dans le fil. Oui, l'égalité salariale, l'éducation dès le plus jeune âge. C'est clair aussi que tous les manuels scolaires et tout ça sont à envisager. Donc, on aura un webinaire sur la question de l'égalité et de l'éducation samedi. Donc, ça sera intéressant de participer. On fera des propositions aussi là-dessus avec le député Gaël Le Goec, et puis il y a 2 autres députés aussi qui seront présentes. On va passer au point suivant. Donc, c'est favoriser la lutte contre les violences conjugales à l'international. Donc, c'est faire un bref mot sur la Convention d'Istanbul et le G7 de Biarritz. Et ça, je vais laisser faire Pierre-Jean Claus, qui s'intéresse beaucoup à ces questions. Oui, Juliette. Donc oui, par rapport aux dispositifs internationaux qui permettent de garantir l'égalité à une nouvelle échelle. Il y a plusieurs dispositifs que je pense vous connaissez. On a en général, on a eu le G7 Biarritz qui a eu lieu en 2019, si je ne me trompe pas. Donc ça a permis de porter plusieurs mesures lors de l'organisation française de ce sommet. Notamment, j'ai une pensée particulière pour Thomas Friand et pour le fait qu'il avait organisé le Youth 7, qui est en fait quelque chose qui regroupe les contributions des jeunes, notamment au G7, qui était beaucoup plus incisif, beaucoup plus porteur notamment de propositions concrètes que les décideurs du G7, ce qui est relatif notamment au fait que les idées étaient plus, étaient plus radicales que les idées défendues hors du G7. Après, il y a aussi le mécanisme de la Convention d'Istanbul que vous connaissez. En fait, c'est intimement lié à ce qu'il y a à l'ONU, au CEDAW, qui est en fait le Comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Ça a été établi il y a de cela, je crois, 25 ans, en fait. C'est pour ça que nous avons ce forum Génération Égalité, parce que c'était la 4e conférence mondiale sur les femmes qui avait été tenue à Beijing, et qui avait donc pour vocation de dire au gouvernement, maintenant, il faut promouvoir et protéger les droits humains, et spécifiquement les droits des femmes.
et améliorer la condition des femmes, en fait. C'est pour ça que là, le grand point, je pense, que l'on doit retenir, notamment des dispositifs internationaux, c'est la favorisation des dimensions sexo-spécifiques, et donc de ce que l'on peut aussi appeler en France l'égaconditionnalité, donc qui permet d'avoir une part très importante des politiques publiques et des programmes publics qui soient menés par les gouvernements et la communauté internationale, qui incluent des mesures spécifiques pour la promotion des droits fondamentaux des femmes, et donc qui permettent des actions ciblées pour lutter contre les discriminations notamment. Merci beaucoup. Donc oui, la Convention d'Istanbul lutte en particulier contre les violences conjugales, et le G7 de Biarritz avait pris en mesure d'implémenter les mesures les plus favorables aux droits des femmes, notamment en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Alors, nous avons un timing impeccable puisque nous avons réussi à terminer tous les éléments qu'on voulait aborder dans le cadre de ce webinaire, sachant qu'il y en a d'autres qui sont prévus. Je me permettrai d'envoyer aux participants de ce webinaire non seulement un formulaire pour pouvoir indiquer leurs propositions, au cas où on n'aurait pas pu en débattre ce soir, mais aussi les liens pour pouvoir s'inscrire au webinaire suivant. Alors, je peux prendre une ou deux interventions de spectateurs, d'auditeurs, on va dire ça comme ça, spectateurs. Donc, je vois qu'il y a Emmanuel qui souhaite parler depuis le début. Donc, vous avez plus ou moins 2 minutes. Et voilà, et je sais qu'il y avait 2 autres personnes qui avaient demandé à intervenir. Si elles relèvent la main, je vous donnerai aussi 2 minutes. Alors non, Emmanuel a baissé la main. Du coup, je ne la vois plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer parmi les participants? Donc, je vois que quelqu'un a levé la main, donc je permets de parler. On vous écoute. Donc, c'est Adjimon. Bon, alors, oui, on vous entend. Alors non, apparemment non. J'ai donné l'autorisation de parler à la personne qui a levé la main. C'est Adjimon Gibert. Vous pouvez vous exprimer. Bon, alors malheureusement, je pense qu'Adjimon n'a pas compris. Du coup, je vois que Yael veut parler, donc je vais autoriser Yael à parler. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Bon, bravo et merci encore pour cette conférence extrêmement intéressante. Très rapidement, je voulais simplement vous dire que nous avons constitué un collectif pour collecter justement la parole des femmes victimes dont j'ai fait partie. Donc, c'est assez légitimement que j'ai voulu monter ce projet et je ne sais pas comment est-ce que je peux peut-être m'adresser aux femmes victimes ou à celles et ceux qui travaillent avec elles. Je pense qu'il faut absolument que nous mettions en visibilité la parole de ces femmes parce que quand on lit le récit d'autres, on se rend compte de ce qu'on vit et que ce qu'on vit n'est pas normal et du coup ça nous permet peut-être quand on est soi-même victime de mettre un terme à ce que nous vivons, à l'enfer que nous vivons parfois. Voilà ce que je voulais faire passer comme message. Oui, alors ça c'est très intéressant ce que vous dites. Bon, je tiens à vous dire aussi que par exemple le think tank Égalité Ensemble a un site internet. Si vous voulez faire une contribution écrite, notamment un article, une publication, il n'y a pas de avec plaisir. Vous l'envoyez, on publie. Voilà les contributions des personnes. Après, moi, je sais que voilà, on accepte, c'est un lieu de réflexion. Nous, on est vraiment un endroit de réflexion pour améliorer les choses et de propositions pour ce type d'éléments et on publie. Donc ça, on le fera avec plaisir. Sinon, il y a différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez toujours agir. Alors malheureusement, cette année, c'est trop tard pour le festival, pour pouvoir inscrire votre collectif, mais je pense que pour la coalition Génération Égalité, notamment pour le forum qui aura lieu au mois de juin, pour la participation à ce forum, c'est encore possible. Je pense que vous pouvez vous inscrire en tant
que personne voilà, porteuse d'un projet. Voilà, porteuse d'un projet. Après, moi, je connais la plateforme Pour une cause où on dépose beaucoup de causes qui est liée notamment, voilà, qui fait partie, je préfère être honnête, de la majorité présidentielle. Mais l'avantage, c'est que d'ici la fin du quinquennat, c'est toujours le gouvernement actuel qui est en place. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir faire porter et remonter ce type de cause. Voilà, mais je vous dis en tout cas Égalité Ensemble, si vous nous envoyez une contribution, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour elle. Peut-être juste t'emboîter le pas, Juliette, pour une chose. Il y a aussi une plateforme qui a été lancée par ONU Femmes au niveau mondial qui s'appelle en français, je crois que c'est les coalitions d'action. C'est ça dont je parle. Je vous enverrai en français, j'ai donné le nom en français, en fait, je l'ai traduit directement. D'accord. Voilà. Donc, c'est exactement ça dont je parle et je vous enverrai, je vous ferai un mail global pour tous ceux qui ont écouté la conférence, à la fois pour que vous puissiez remplir un formulaire, notamment pour si vous avez des propositions concrètes dans des domaines ou des interpellations, il faut que ce soit très court. C'est-à-dire vraiment, vous écrivez 2-3 lignes maximum, ou 4 ou 5, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on reçoit énormément de messages et si on doit lire des centaines de pages, ça sera compliqué pour nous de remettre quelque chose rapidement à Marlène Schiappa. Donc voilà. Est-ce qu'une autre personne, il y a encore 5 minutes, si une autre personne veut parler, donc je vois Lise François, je vous autorise à parler. Alors, Lise François, normalement, vous pouvez parler. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous, je vous remercie de me laisser la parole. J'ai été aussi moi-même victime de violences conjugales. Et moi, ce qui m'a vraiment... ce que je défends, c'est que j'aimerais qu'on informe les enfants. Alors, ça peut paraître un peu tôt, peut-être les adolescents, mais avant le lycée, de ce que c'est que l'emprise psychologique avant le début des relations amoureuses. Parce qu'en fait, quand on est dedans, on oublie de dire que ces gens sont des personnes charmantes. On n'en parle pas suffisamment. Et la femme connaît uniquement le côté sombre de temps en temps, donc s'accroche souvent au côté charmant. Et je pense que c'est important de prévenir ces violences justement en expliquant aux jeunes adultes qu'est-ce que c'est que l'emprise, quels sont les tout petits signes à reconnaître pour fuir ou mettre un terme ou réussir à se défendre et voilà, permettre que justement ces relations ne durent pas trop longtemps et que les enfants ne soient pas impliqués, etc. Merci. Donc oui, ça c'est une proposition qui est très intéressante par rapport à peut-être des cours spécifiques. Effectivement, moi je pense que ça peut être intéressant, voilà. C'est pas que des cours à l'égalité, c'est vraiment de la prévention. Et puis peut-être aussi, c'est bête à dire, mais l'homme qui donne la première claque, on va dire ça comme ça, quand il est adolescent ou jeune adulte et qu'il commence à entrer dans cet engrenage de violence, eh bien voilà que dès la première claque, peut-être lui aussi soit pris en charge dans la question, voilà, de ne pas aller plus loin. Et de se réfréner sur cette histoire de violence. Voilà, c'est très important l'éducation. Alors, je vois qu'il y a encore 3 minutes avant que, voilà, 2 minutes en fait, puisque pendant la dernière minute, je dirais au revoir à tout le monde au nom d'Égalité Ensemble. Si une autre personne veut dire quelque chose, c'est le moment. Je vois Muriel Abramovitch, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, voilà, parce que je suis à l'extérieur, donc c'est un peu compliqué. Je suis absolument, j'ai 60 ans et je suis ravie de ce que la République En Marche fait. En tous les cas, ce qui est important par rapport à toutes ces démarches, c'est effectivement que toutes ces actions se fassent point par point.
Et j'avais une question concernant les hommes. C'est-à-dire qu'il y a quand même si les femmes ont subi de violences, les hommes, il me semble qu'aussi les hommes ont subi des violences. Donc, il n'y en a peut-être pas beaucoup, il y en a peut-être moins que les femmes, mais qu'est-ce qui va être mis en place pour ça? Voilà, ma question. Alors, oui, ben ça, c'était... Marlène Schiappa en a parlé au début de l'intervention, mais en fait, c'est parallèle. C'est-à-dire que les mesures qui sont appliquées aux femmes sont bien sûr appliquées aux hommes victimes de violences conjugales. C'est-à-dire que si la conjointe, voilà, bracelet rapprochement, anti-rapprochement, téléphone grave danger, je veux dire, il n'y a pas de genre assigné aux outils et au système judiciaire. Maintenant, c'est sûr que peut-être que la question de la prise en charge des hommes violents, notamment par la justice, des hommes victimes de violences par la justice, peut aussi être travaillée dans le sens où un homme qui se plaint de violences conjugales, être sûr que lui aussi soit pris en charge, même s'ils sont bien sûr extrêmement minoritaires. Mais oui, tous les dispositifs applicables, c'est pour ça qu'on va parler de violence conjugale. Justement, on a cette idée que ça touche aussi les hommes, mais c'est une majorité quand même écrasante, écrasante et fracassante pour mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand on parle d'égalité, effectivement, hommes et femmes, mais dans nos discours, en général, mais même pas vous, hein, il y a ce truc que les femmes sont que battues par les hommes. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais vous dire, quand vous avez quelque chose qui est à 90%, 95%, c'est comme vous avez, il y a des victimes, il y a de la pédophilie, vous prenez les chiffres, il y a plus de 95% d'hommes parmi les condamnés pour pédophilie. Il y a des femmes aussi. Mais ce que je veux dire... Excusez-moi, Juliette, excusez-moi, mais je suis d'accord avec vous. Totalement d'accord avec vous. C'est important de ne pas invisibiliser, non plus les femmes. Dans le discours, voilà. Oui, mais il ne faut pas invisibiliser les femmes. Je veux dire, il faut bien vous rendre compte aussi que déjà, on va parler de droits de l'homme et de plein de choses comme ça. On a une invisibilisation quand même assez forte des femmes qui sont majoritaires dans la société. Donc, si même dans les choses qui les frappent, on va dire en premier, c'est-à-dire c'est elles qui sont les plus touchées par les violences conjugales, c'est elles qui sont en majorité des mères en famille monoparentale, c'est elles qui accouchent majoritairement, même si on peut dire, il y a des personnes non-binaires qui vont accoucher ou des transgenres qui vont accoucher, il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, pour certaines choses, il est quand même important que la femme, si jamais elle n'est pas visibilisée, même dans ces endroits où elle est majoritaire de façon écrasante, et bien déjà psychologiquement, tu vois ce que je veux dire, Muriel. Oui, bien sûr, absolument. Par contre, on a atteint et moi j'avais dit que... Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, du coup, il est 20h02. Je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à ce webinaire sur les violences conjugales. Je remercie encore Marlène Schiappa d'avoir accepté d'être présente. Je remercie tout le panel d'avoir été là. Donc Laurence, Biava, Nathalie de Courcy, Pierre-Jean Claus, Fatima Tagnan. Je remercie le public et je remercie toutes les personnes qui sont intervenues à titre de spectateurs. N'hésitez pas à tweeter quand même sur votre engagement pour lutter contre les violences conjugales. Et pour faire connaître ce webinaire que nous mettrons sur notre chaîne YouTube. Voilà, dès que ça sera disponible, il y aura un tweet d'Égalité Ensemble qui vous en informera. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.